ravie de vous accueillir tous à l'Université de Mumbai. C'est un programme organisé sous l'égide de GIAN, le ministère des Ressources humaines du gouvernement de l'Inde, qui nous permet d'accueillir des spécialistes du monde entier dans un domaine donné et qui nous donne cette opportunité au Nord d'assister à leurs cours. Ils font un certain nombre d'heures de cours dans leur domaine. Et à la fin, quelqu'un qui assiste tous les jours, donc avec 100% attendance, vous avez droit à un certificat. Pour des collègues, c'est d'une certaine importance parce que ça compte pour vos API points. Et pour les étudiants, c'est comme si vous aviez passé un semestre à la Sorbonne. Voilà. J'ai l'honneur d'accueillir ce matin le professeur Christine Araguet, qui est une spécialiste de grand renom de la traductologie. Elle a plusieurs prix, elle a beaucoup de publications, etc. Je ne vais pas vous parler de tout ça, je peux vous envoyer. Vous avez déjà vu son outil, donc tout est en place. Elle va nous, ça fait 3 ans déjà, oui, c'est la 4e année avec nous, ou 3e? Plus que ça, oui. Plus que ça, voilà. C'est au moins la 4e, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est sa 4e année avec nous. Tous les ans, on faisait une semaine de ça, 24 heures. Cette année, on a réussi à décrocher ce projet de GIAN et qui nous permet de suivre cette formation. L'idée est toute simple. L'Inde a une culture riche et intéressante, la France a une culture riche et intéressante. Si les traducteurs ne font pas les ponts, ce n'est pas les politiciens qui vont le faire. Hein. Donc, à nous de créer le dialogue culturel. Quelqu'un d'autre est payé pour ça, bien évidemment. Mais nous, en tant que traducteurs, ce qu'on fait, en tant que des gens qui pratiquent 2 langues et plus, ce qu'on fait, c'est qu'on construit ces ponts, on forge ces amitiés, on fait dialoguer les cultures. Donc, c'est dans ce but du dialogue des cultures et de faire connaître à l'Inde la culture de la France et des pays francophones, et de même faire connaître la culture indienne par la culture dont nous parlons depuis un certain gouvernement et de pouvoir. Je ne parle pas des 5000 ans, je parle de la culture indienne telle que je le comprends d'une manière très modeste. Donc cette culture-là, pour la transmettre au monde francophone. Donc ce qui est en vue est une publication, mais une publication des nouvelles indiennes traduites en français et des nouvelles françaises traduites en hindi ou marathi. S'il y a d'autres langues et on trouve des éditeurs, on est plus que d'accord, mais prima facie, on va faire plutôt, on va se limiter à ces 2 langues-là. Et bien évidemment, ceux et celles d'entre vous qui pratiquent et maîtrisent déjà une langue indienne et qui voudraient travailler vers le français, on peut le signaler, vous n'avez qu'à venir avec votre texte. Mais la première étape, c'est aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'au 24. Les horaires peuvent légèrement changer, on vous tiendra au courant en fonction de la disponibilité de la salle. Normalement, à 4h15, on fait une petite pause de 15 minutes, et on va continuer 15 minutes par la suite. On va s'organiser pour que vous ne soyez pas fatigués. Celles et ceux qui n'étaient pas là, on a déjeuné tous ensemble, mais à partir de demain, vous êtes libres d'arriver à 2h pile. Le 22, qui est un lundi, il y a une lecture de poésie ourdou-français à la Société asiatique que je fais avec Javed Akhtar. Donc, c'est à 5h du soir, donc vous êtes obligé de partir à 4h, lundi de 21. Donc, c'est à 4h, ou plus tard qu'il faut partir d'ici, il vaut mieux que ce soit à 3h30. Donc, on va voir avec le département des sciences politiques à qui appartient cette salle pour voir si on peut commencer plutôt à midi ou un truc comme ça. On va s'organiser, on va faire tout ce qu'on peut pour que vous profitiez Et le dernier jour, donc le 24, on ira tous manger ensemble en ville. Ici, pendant la petite pause, on essaie de vous apporter quelque chose de typiquement Mumbaiker.
mais on ne va pas réussir avec les blés panipouris, des choses comme ça. Pour ça, on a gardé le dernier jour. D'accord? Et si vous avez besoin, surtout nos invités qui viennent d'autres universités, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. À Bombay, on dit toujours qu'on n'a pas de problème, on a des solutions qui cherchent des problèmes. Donc, dites-nous, on sera content de vous trouver une solution. Et ce sera vite fait. D'accord? Est-ce que tout le monde a reçu le petit dossier? Oui. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de grandiose parce que ça me semblait une complète perte de temps et d'argent. Si vous avez besoin de plus de papier, si votre stylo ne marche pas, vous nous le dites. On est là surtout pour travailler. D'accord? Donc, merci beaucoup d'être là. Soyez tous les bienvenus. Et Christine, je te laisse la parole. Oui, alors, une parenthèse avant que je prenne la parole officiellement. Ça a l'air d'être un peu long à passer. Pourtant, j'ai fait des messages avec les dossiers. Là, hein. Donc, voilà, je pense que si ça passe pas, je le ferai. Bon, bien écoutez, alors donc, moi je suis ravie donc de vous accueillir et de travailler avec vous. Alors, comme nous avons des séances des après-midi complètes, on va essayer de diviser le travail en plusieurs, on va fragmenter le travail. Donc, je vais commencer par des explications théoriques. Les gens qui ont déjà travaillé avec moi ont un petit peu idée du genre de choses que je fais. Donc, on va commencer avec des explications théoriques sur, justement, les questions de traduction, comment on peut, par des techniques, parvenir à faciliter le travail. Donc, il y a des techniques qui doivent devenir une espèce de seconde nature. C'est un peu même que vos jambes avancent toutes seules. C'est votre cerveau qui les commande. Mais vous ne dites pas à votre cerveau, avance ma jambe droite, avance ma jambe gauche, ça se fait automatiquement. Donc il y a un certain nombre de techniques comme ça qui, avec l'entraînement, deviennent plus ou moins automatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à apprendre. Déjà à connaître, après, au début, se forcer à les mettre en place, et après, ça vient tout seul. Ça, c'est une première chose. Donc, des parties théoriques que je vais accompagner d'exercices, enfin d'exemples. Ah. Okay. Is that I have a pocket somewhere. Well, I'll put it somewhere. Is that okay? Okay. Donc je vous disais qu'il faut en fait acquérir certains automatismes, d'une part. Alors, ensuite, pour aider à l'acquisition de ces automatismes, on va travailler avec quelques exemples et avec quelques exercices. Ceci va s'accompagner, peut-être pas à chaque séance, de lecture de textes théoriques. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on va vous distribuer un texte, un premier texte que je vous demanderai de lire pour demain. Et quand vous aurez lu le texte, vous pouvez surligner des passages, noter des choses, vous me posez des questions, si vous avez des questions à poser, ou si vous voulez des commentaires complémentaires, qui sont des textes justement qui portent sur certains types de problèmes de traduction. Et nous travaillerons là-dessus. Et puis, ce que je propose aussi, donc là, j'avais donné un texte à photocopier, je ne sais pas si nous aurons le texte de la nouvelle. C'est déjà fini. Voilà, donc vous avez le texte d'une nouvelle. Marcher vers le dôme rouge. Le dos de Seigne, voilà, qui est en fait, c'est une nouvelle écrite en français, l'auteur est suisse, voilà. Et parce que l'idée du recueil de nouvelles françaises et francophones est donc de rassembler des auteurs français, mais aussi de différentes nations francophones du monde. Et en voici une, l'auteur et l'éditeur ont bien voulu nous donner un accès libre à leurs nouvelles. Voilà. Donc, dans une autre partie de nos après-midi, nous travaillerons sur la traduction de ce texte français vers l'anglais qui est une langue qui nous est commune à tous et à toutes dans cette salle. Voilà.
Donc voilà à peu près comment vont s'organiser nos demi-journées de travail ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser déjà avant de commencer J'ai également distribué l'exercice. Qui sera à faire, voilà, peut-être pas complètement pour demain, mais enfin ça, on verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Pas de questions? Donc moi, je vérifie juste. Oui, allez-y. Est-ce qu'on aura besoin de l'Internet pendant cet atelier? En principe, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si jamais, alors je ne l'ai pas prévu, parce que c'est vrai que généralement j'ai toujours eu des problèmes de connexion à l'université, donc j'essaie de faire sans l'Internet. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne pourraient pas se connecter à l'Internet, ou même par groupe de deux, disons, si jamais on décide de travailler par Internet, parce que ça peut être un point très important, parce que travailler avec Internet, c'est un atout extraordinaire, mais ça peut être aussi la pire des choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Vraiment, quand on est traducteur, je me sers beaucoup d'Internet, mais il faut vraiment, vraiment savoir s'en servir. Donc c'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui, je vous dis, disons, groupe de des gens qui auraient des problèmes pour se connecter ici? Wi-Fi, oui, ça dépend. Tout le monde, qui a besoin de Wi-Fi? Oui, j'aimerais bien. Je te l'ai donné, c'est la même chose qui marche partout. Non, je t'avais envoyé ça. Ici? Sur ton WhatsApp, tu te souviens? Je t'ai reçu. Ok, je vous l'envoie par WhatsApp. Mais le WhatsApp ne marche pas. Ah, il n'y a pas d'Internet. Si, il y en a. Je vais marquer ça sur le tableau. Bon. Vas-y. Bon. Donc nous verrons quand tout le monde aura pu essayer comment nous allons travailler à partir d'Internet. Alors, justement, comme j'ai un texte théorique, dans les textes théoriques que j'ai préparés, il y en a un qui concerne les dictionnaires. Ça peut être une bonne occasion de voir comment certains dictionnaires peuvent nous être utiles et d'autres pas. Alors, nous allons commencer par travailler sur ce que j'appelle les procédés de traduction. Et c'est le texte que vous aurez à lire ce soir. Alors le texte que j'avais accès, disons justement, via Internet, j'ai eu accès à la version anglaise, la traduction anglaise du texte en question. Il a été écrit en français au départ, mais bon, comme c'était un texte que je pouvais télécharger, bon, j'ai choisi la version anglaise, mais c'est le seul texte en anglais, je crois, dans ceux que je vous ai préparés que vous aurez. Voilà. Donc, alors attendez, excusez-moi, j'ai un problème avec ça, je pense que je vais le mettre comme ça là. Donc, les procédés de traduction sont des techniques qu'on met en place afin de résoudre certains problèmes ça va le volume, certains problèmes qui naissent du simple fait que les syntaxes d'une langue à l'autre, les grammaires d'une langue à l'autre fonctionnent différemment. Disons que comme je l'ai déjà expliqué aux gens qui ont déjà travaillé avec moi, on a tendance à considérer que l'anglais est plus impressionniste
et le français plus expressionniste. Alors, je vous explique ce que ça signifie. C'est-à-dire que vous allez dans la pensée française, si vous avez l'habitude de travailler sur le français, vous allez comprendre que d'une manière générale, et dans la structure de nos phrases, ça se présente comme ça aussi, notre manière de nous exprimer est en fait le résultat d'un raisonnement logique. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'expression va être en quelque sorte organisée. Alors, je ne veux pas dire que la langue anglaise est désorganisée, mais ce que je veux dire, par exemple, si vous voulez, si je décris cette salle en français, je ne la décrirai, je vais apercevoir, vous voyez, la manière dont la salle est disposée, les personnes dedans, les hommes, les femmes, les couleurs, les tables, etc. Et après, je vais faire quelque chose, un discours organisé. Donc, je vais partir, par exemple, vous voyez, c'est une salle rectangulaire, disposée de telle façon, les personnes font face à l'enseignant, enfin, voilà. Ça va être la méthode française. Donc, ça va impliquer un certain type de syntaxe, qui va d'ailleurs très souvent entraîner l'utilisation de phrases subordonnées avec des mots de liaison, des liens forts, si vous voulez, alors que l'anglais va être davantage dans l'impression, c'est-à-dire va partir sentir par exemple la fraîcheur qui tombe du plafond, et puis quelques couleurs vives, et puis partir comme ça, vous voyez, et il y aura ci, et il y a ça, et il y a ça, et ça. Et dans la langue, quand on a ces successions and en anglais, en français, ça ne s'utilise pas. C'est-à-dire qu'en français, on va pouvoir avoir des virgules, mais on va avoir des conjonctions de subordination, etc., en face duquel il était assis, à côté de qui il avait pris place, vous voyez. Voilà. On a toutes sortes de connecteurs qui créent un lien logique. Et c'est ça que je vous dis. Tout ça, quand on traduit, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les langues indiennes que vous utilisez, que vous connaissez, mais je suis sûr, dans toutes les langues, ce type de différence se pose de manière... Bon, chaque langue a sa propre manière de fonctionner. Alors, tout à l'heure, on parlait de poésie ourdou, j'ai participé à ce projet, donc ça m'a permis de découvrir que, au départ, bon, comme le persan, l'ourdou est une langue dans laquelle il n'y avait pas de signe de ponctuation. Donc, à partir du moment où on n'a pas certaines choses dans une langue, ou d'autres choses dans une autre langue, ça pose des problèmes de traduction. Un des problèmes que nous avons en français, c'est que nous avons par exemple deux genres, le masculin et le féminin. Et si vous me demandez pourquoi une table est féminin, une chaise est féminin, mais un tabouret est masculin, il y a, alors là pour le coup, la langue est logique, mais la division en genre ne l'est pas. Alors qu'une langue comme l'anglais a trois genres, on va dire à peu près d'une manière générale, ce qui est de sexe masculin est masculin, de sexe féminin est féminin, et tout ce qui est du monde des objets, etc., est neutre. C'est pas toujours vrai, parce que vous savez comme moi que tout ce qui touche à la Navy, on parlera de her, par exemple, ou certains animaux familiers, etc. Mais donc, on a des fonctionnements différents, et c'est pour ça que ces procédés de traduction aident à la résolution des problèmes que l'on pose, et ça devient après une habitude. Alors, donc tout ça pour dire que quand on parle de simplicité ou de complexité, je vais vous donner un petit exemple, oui, puisque là on peut écrire. Voilà, par exemple, vous allez avoir une phrase comme celle-ci en anglais, ou alors peut-être que, non, je vais vous le mettre en français, puisqu'on va travailler dans ce sens-là, dans tous les exemples que je vais... Alors, on va plutôt partir du français. Alors, en français, on va avoir une phrase... Le dimanche,
C'est vrai que souvent, on va déplacer les compléments de lieu ou de temps en début, enfin on va les mettre entre virgules, ça va. Ça va varier. Le dimanche, il filait à toute allure sur le macadam des routes, virgule, laissant derrière lui le poste d'essence. Bon. Voilà. Et là, on a une virgule. Et ceci traduit tout simplement, he tore down concrete roads on Sundays past filling station, ou past the filling stations. Vous voyez, c'est-à-dire, on a ici tore down qui va traduire tout. On va mettre le he, puisque bon, le he, on l'a là, ça c'est pas compliqué, mais on a, voilà, voilà, on va dire tore down sur le macadam des routes, concrete roads, et past filling station, laissant derrière lui. Là, on a été obligé de rajouter un complément, puisqu'on est obligé de situer la personne dans l'espace en français. Resituer, vous voyez, la personne sujet est resituée ici. Donc vous voyez que on a en anglais une phrase extrêmement simple et en français une phrase beaucoup plus complexe. Si on veut rendre tous les éléments, l'idée de tear, c'est-à-dire vraiment down concrete roads, donc là on a le déplacement, voilà. Le tour, c'est la manière dont se fait ce déplacement. Et après, past, le past. Vous vous rendez compte que ce past, il est d'une simplicité extraordinaire, alors qu'en français, on est obligé, ce qu'on appelle ici, vous voyez, on est obligé d'étoffer, on est obligé d'ajouter des éléments pour, vous voyez. Et si vous mettiez, vous voyez, si vous essayez de traduire cette phrase anglaise en français en passant devant, enfin, vous voyez, ça rend pas du tout la même image. Et on n'a pas une formule, disons, de français naturel. Donc ça, c'est une des choses. Alors, l'autre chose, ça c'est dû aussi au fait qu'il y a une espèce d'économie de la langue en anglais qu'on n'a pas en français. Et notamment par l'utilisation de tout ce qui est pré- et post-position. Et ça, c'est épouvantable quand on traduit de la poésie. Alors, sachant en plus que l'anglais, je vous dis, moi je ne sais pas comment fonctionne le hindi, le marathi, le tamoul ou quoi que ce soit, quand on sait qu'en plus l'anglais fabrique des mots composés, alors quand je dis des mots, ce sont aussi bien des verbes, des noms, des adjectifs, etc. Et que notamment quand on fait de la poésie, les poètes s'amusent à en fabriquer, ils font des choses absolument splendides. On se trouve face à ça. Voilà, moi, la francophone qui je trouve face à ça, si je rends les deux idées qu'il peut y avoir dans deux mots, ou trois, s'il y a trois mots, je suis obligé d'en mettre 7 ou 8, quoi. Alors quand on a un verre, c'est abominable. Bon, alors quelquefois on fait appel on va plonger dans toutes sortes d'ouvrages de poésie française, on fait appel à des auteurs qui ont fait preuve d'une imagination extraordinaire, enfin, on joue avec les mots. Alors, donc, ceci pour dire que le français est généralement plus explicite que l'anglais. Et ceci
je vais vous donner un exemple. Ah, pardon. Merci. Je vais vous donner un exemple, justement, en français, vous allez avoir une phrase qui va être la grève qui dure depuis 2 mois. Voilà. Bon. Donc là, on explicite. Alors qu'en anglais, on aura justement sous forme composée de 2 months old. La grève, oui, ouais, si, bon, je peux même, on va dire la grève des mineurs même, voilà, qui dure depuis 2 mois, miners strike. Voilà. Donc, vous voyez, on a ajouté, si vous voulez, une subordonnée relative en français. C'est-à-dire que l'anglais sous-entend, vous voyez, cette 2 months old minor strike, on sait qu'avec l'adjectif old, on sait qu'elle a un âge, qu'elle a de 2 ans. Mais en français, c'est impossible d'utiliser une formule équivalente. Vous voyez ? Donc, on est obligé de passer par le verbe, par la subordonnée, etc. Donc, vous êtes obligé d'éclaircir les choses, de rendre les choses plus claires. Alors, ceci peut aussi correspondre à un défaut de traduction. Donc, je vous mets tout de suite en garde, parce que quand on est traducteur, et quelquefois les éditeurs nous y encouragent, quand on est traducteur, surtout si quelquefois on a un tout petit peu de mal à comprendre une phrase, et si la phrase est ambiguë, ou très complexe, voyez, et d'un seul coup, ça y est, le déclic se fait, on comprend très bien. Alors là, quand on traduit, on a envie de rendre les choses très très évidentes. Donc, on clarifie les choses. On les rend plus, vous voyez. Donc, et ça, c'est souvent une tendance qu'ont les traducteurs. Et quand les traducteurs n'ont pas cette tendance, et là j'en parle en connaissance de cause, quelquefois c'est l'éditeur qui vous demande. L'éditeur, quand vous voyez, j'envoie les traductions, bon, les éditeurs français, bon, je ne sais pas comment ils fonctionnent ici, mais les éditeurs français, du moins ceux avec qui je travaille, font un travail très propre, et donc relisent mes traductions, quelquefois m'invitent à ajouter des virgules, corrigent des pluriels que j'ai oubliés ou que sais-je encore, parce qu'on laisse toujours des choses. Ça, les meilleurs traducteurs du monde laissent des choses de côté, même quand vous avez relu un certain nombre de fois, et me posent des questions. Ah, mais là, mais qui est-ce exactement? On comprend pas bien. C'est la mère, le fils, c'est qui là? Il faudrait quand même qu'on comprenne mieux, que ça soit plus clair. Et quelquefois, si c'est pas clair, c'est parce que c'est pas clair du tout dans l'original, qu'il y a une ambiguïté, vous voyez. Et maintenant, je fais toujours très attention à ça. Et dans ces cas-là, je réponds, je dis, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça dans l'original. Il y a là une espèce de confusion, d'ambiguïté voulue par l'auteur, et là, on peut pas l'éclaircir. Il faut pas l'éclaircir. Justement, c'est ce qui vient après dans le texte qui finit par nous aider le lecteur à comprendre comment les choses vont se mettre en place. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment une tendance qu'on a souvent quand on est traducteur. Ce désir de faire plaisir au lecteur. Et après tout, le lecteur, il a le droit de buter sur certaines choses. Vous voyez, quelquefois, il va y avoir des mots, parce qu'il m'arrive souvent de traduire des textes qui introduisent des mots, quand je traduis un auteur indien, et il va y avoir des choses qui sont propres à l'Inde, qu'on dit d'une certaine manière ici,
je ne vais pas appeler curry ragoût. Vous voyez, parce que si j'utilise le mot ragoût en français, bon, ça c'est connu par tous les lecteurs français maintenant, mais si j'utilise le mot ragoût, les gens vont penser à toute autre chose. Vous voyez, donc on va garder je vais garder des expressions. Et là, pour le coup, alors après, se poseront d'autres questions, la question de savoir si on met une note, si on met pas une note. Bon, ça, on pourra parler des notes plus tard, on va pas en parler à présent, puisque c'est encore un autre problème. Là, on est simplement sur le fonctionnement de la langue. Alors, là, si vous voulez, il y a un autre problème qui se pose sur le plan stylistique, c'est la nature des phrases. Et ça, la nature de la phrase, c'est quand même, quand on parle, ici on est ici pour parler de littérature, c'est quand même un trait caractéristique d'un auteur. Et si on veut déterminer les choses en parlant des extrêmes, il y a deux types d'écriture. Il y a ce qu'on va appeler l'hypotaxe et la parataxe. Là, ça fait partie de tous ces mots qui sont originaires, comme on en a en français, originaires du grec ou parfois du latin. Voilà. Alors, là, c'est-à-dire que vous avez des auteurs qui écrivent dans un style avec des phrases très longues et compliquées et qui n'en finissent plus. Et il y a plein de subjonctifs et de tout ce que vous voulez. Vous avez un nom d'auteur en tête qui vous viendra tout de suite. Proust, oui, par exemple. Bon. Alors, vous imaginez bien, donc ça c'est ce qu'on appelle le type l'hypotaxe, hypotactique, quand on prend l'adjectif. Vous imaginez bien que la phrase de Proust, pour un lecteur français, elle ne suit pas naturellement. C'est pas comme ça que je parle au quotidien. Et même les contemporains de Proust ne parlaient pas comme ça non plus. Donc, si un traducteur prend cette phrase de Proust et commence à la sectionner pour rendre les choses plus claires, plus accessibles, il tue Proust. Voilà. Donc, voilà, on se trouve avec un style qu'il faut conserver. L'inverse, la forme paratactique, on va l'avoir chez certains auteurs contemporains, avec des phrases très courtes. Quelquefois, vous avez 3 mots, 4 mots, pas plus. Un point, un autre, voilà. Là, pour le coup, pas de mots de liaison. Vous voyez, on va avoir bon, là, quand on le pousse à l'extrême, vous voyez, des choses très très simples. Et là, le traducteur va pouvoir tenter aussi d'améliorer la compréhension. Oh là, mais oui, mais en fait, là, il faudrait rajouter quelque chose. On va rajouter un quand. Voilà, là, quand elle s'est promenée dans le jardin, elle a accueilli une fleur. Voilà, quand voilà, elle se promène dans le jardin, elle cueille une fleur, elle entre dans la maison. Vous voyez, simplement, évidemment, on peut s'amuser quand elle était dans le jardin, elle a cueilli une fleur, ensuite elle est entrée à la maison. Vous pouvez vous amuser à rajouter tout ce que vous voulez, mais ce n'est plus le style de l'auteur. Oui. Donc, ça aussi sont des choses auxquelles il faut être attentif. D'abord, il faut en être conscient, il faut être attentif à ces choses et essayer, dans la mesure du possible, de les rendre quand on traduit. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en respectant les exigences du fonctionnement de la langue dans laquelle vous traduisez. Donc, la traduction est un exercice de contrainte et de respect, mais aussi de création, justement. Puisqu'on est sous la contrainte et dans le respect, il faut faire preuve d'imagination. Mais il faut, avant de pouvoir
en arriver là, avoir une connaissance extrêmement fine des deux langues. Et la chose à laquelle on ne pense pas, c'est que la langue d'arrivée, celle dans laquelle on traduit, trop souvent, on croit la connaître très bien. Mais en fait, on croit la connaître très bien parce qu'on la parle sans arrêt, parce qu'on l'utilise de toutes les manières possibles, qu'on écrit avec et tout. Et puis en fait, quand on commence à gratter, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites zones d'incertitude. Et ça, j'ai toujours dit à mes étudiants, je suis pas encore passé au stade où, vous voyez, je commence à entrer dans la sénilité, enfin du moins je pense pas, je touche du bois, on ne sait jamais, ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Et il n'y a pas vraiment d'âge pour ça, quelquefois il y a des gens à qui ça arrive malheureusement très jeunes. Mais plus il va, plus je contrôle. Je suis tout le temps dans les dictionnaires unilingues. Je regarde les définitions, les emplois, les usages, les niveaux de langue. Parce qu'il y a des mots quelquefois qu'on utilise comme ça. Vous voyez, il y a un mot, pendant longtemps, j'ai cru cette expression française très chic, fatiguer la salade. Vous voyez, quand on remue la salade, on dit oh, c'est très chic. Eh bien, figurez-vous que si vous cherchez dans le dictionnaire, vous apercevrez que c'est une forme familière. Fatiguer la salade. Alors que moi, la première fois où j'ai entendu ça, je me suis dit ah oui, oh, c'est beau. Parce que ça avait quelque chose de métaphorique, donc c'était chic. Eh bien, c'est classé en familier. Donc, voilà, comme quoi, quand on cherche, on découvre. Je vérifie dans les grammaires, etc., etc. Hein. C'est comme l'utilisation. Puis alors, faites bien attention à ce que vous entendez à la radio ou à la télévision. Parce que les journalistes français ne sont pas une référence pour la qualité de la langue parlée. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a des multitudes de choses, puis alors régulièrement, il y a des modes. Hein, le après que, hein, après par exemple, hein, après que est suivi de l'indicatif. Ouais. Il y a à peu près 99% de la population française qui fait suivre d'un subjonctif. Ce qui est rare, hein, parce que les gens manipulent mal le subjonctif d'une manière générale. De même que, alors maintenant, il y a un grand mot à la mode en français qui est problématique. Les gens, figurez-vous, les gens n'ont plus de problèmes. Ils ont des problématiques. Oh, j'ai une problématique avec ma fille. Ah, je suis désolé, pour moi, c'est un problème. Voilà. Voilà. Ah, mais ça, si vous écoutez tout, alors vous entendez ça dans les bouches des ministres, des journalistes, de multitudes de personnes qui, des représentants syndicaux, tout, qui doivent penser que c'est un mot qu'ils ont découvert, donc là aussi, ils ont trouvé que c'était très chic et ils l'utilisent à la place du mot problème. Voilà. Donc c'est pour ça que si ces gens vérifiaient régulièrement dans un dictionnaire, ça leur éviterait de faire des fautes. Alors, maintenant passons aux principales formes que l'on va, principales transformations qu'on va faire de manière très très simple pour déjà résoudre certains problèmes. Et notamment tous ces problèmes-là, vous voyez, vous allez remarquer ici, on va regarder ensemble, vous avez par exemple, où est-ce qu'il est mon anglais? Ah oui, c'est ça. He tore down, qu'est-ce que j'ai mis? C'était he tore down concrete roads, voilà, past. Concrete roads. Bon, je vais juste prendre un exemple past the filling station, etc. Bon. Si on prend cet exemple-là, vous allez vous apercevoir que ça, voyez, hein, qui est en fait une préposition, est traduit par notamment
une forme verbale et prépositionnelle, voyez. Donc, on a le passage, si je veux résumer, d'une préposition à un verbe. C'est-à-dire que, dans bien des cas, on va changer de catégorie grammaticale. Voyez, par exemple, là, on a le verbe durer, hein, qui traduit quoi, en fait? Un adjectif. Bon, et on va dire, bon après, dure depuis 2 mois, etc. Mais donc, vous avez un verbe qui traduit un adjectif ou un adjectif qui traduit un verbe. Donc, il va falloir avoir en tête l'idée que changer de catégorie grammaticale permet de résoudre les difficultés. Et là, c'est la feuille d'exercice que je vous ai donnée et je vais vous donner quelques exemples. Ah oui. Non, j'ai eu un moment, une impression très bizarre que le tableau bougeait, mais effectivement, le tableau bougeait. Alors, premier exemple. Bon, l'idée, c'est quand même de changer de catégorie grammaticale. Donc, ne me faites pas la traduction directe. Hein. Je vous demande de trouver une solution en changeant. Alors, he almost fell. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez? Un adverbe. Voilà. Qui devient un verbe. Disons que, vous voyez, la réponse vous est venue très facilement. Hein, vous connaissez le bourgeois gentilhomme. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le découvrir. Comme M. Jourdain découvre avec admiration qu'il fait de la prose, et vous voyez, vous faites du changement de catégorie grammaticale sans le savoir. Alors, certaines fois, c'est moins spontané, mais c'est une... Alors, autre exemple. Oh, oui, ça peut être tout à fait possible. Sitôt levé, oui, c'est possible. Voilà, sitôt levé. Intéressant parce qu'on a deux choses possibles. Et vous avez dit? Oui, à son levé, ou dès, peut-être plutôt dès son levé. Dès pour, voilà, qui correspond, là on est dans la même catégorie. Son levé, voilà, voilà. Donc, vous remarquez, c'est intéressant que là, on a une forme verbale. Ici, ça devient un adjectif et ici, ça devient un nom. Ouais. Donc, on passe du verbe au nom ou à l'adjectif. Alors là, autre exemple. Ah bah oui, j'aurais dû vous ça fait rien. Oui, je vous l'ai mis en anglais, mais ça fait rien. Bah, disons que c'est souvent plus intéressant comme ça. Pardon. The rebellion collapsed. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est en fait, voilà, le début. Sans le soutien, ayant perdu. Alors, oui, parce que c'est sans le soutien. Ouais,
Donc, parce que là, en fait, on a with the loss, on a ici un nom. Ayant perdu, mais il y a une forme encore. Sans leur soutien, voilà. Alors, on a effectivement cette possibilité. Ouais, sans leur soutien, voilà. Alors, sans rend pas totalement l'idée de loss. Vous voyez, là, là pour le coup, il y a une petite déperdition. Hein. Oui, c'est l'idée de dépourvu, de privé, voilà, c'est ça, dépourvu, privé, voilà, de leur soutien, voilà, qui garde vraiment l'idée de loss, voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est quelque chose après que l'on peut travailler avec justement, moi je travaille beaucoup avec les synonymes ou alors avec les catégories, vous voyez, sur un mot dans les dictionnaires, quand on a un mot, puis on a dans la famille, je cherche autour du mot, vous voyez. Là, effectivement, on avait dépourvu ou privé de. Dépourvu, j'écris mal mon V, de, ou privé de. Dépourvu, voilà, avec un E parce que c'est la rébellion ou la révolte, hein, que ça soit l'un ou l'autre, ça sera féminin, voilà, ou privé de. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a le changement si j'utilise le mot en manque en absence de... Alors, là le changement est d'ordre sémantique. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils l'avaient au départ. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Vous voyez? Alors que quand vous perdez quelque chose, c'est que vous l'aviez avant. Vous comprenez? Si vous dites en l'absence de, je sais pas, en l'absence de... Oui, c'est comme ça. Exactement. Ça appartient à la catégorie sémantique de sang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors, il peut y avoir eu, mais le mot ne le dit pas. Alors que si on dit dépourvu de ou privé de, ça veut dire qu'on vous l'a enlevé quelque part. Voyez? Vous l'aviez, mais vous ne l'avez plus. Pour qu'il y ait l'os, il faut qu'il y ait la présence avant. Voilà. Que sans, Alors, sens non. on peut, sans, justement, sans ne veut pas dire qu'il y a eu ou avant. Peut-être qu'il y avait, mais le mot ne le dit pas. C'est très ambigu en fait. Oui, oui. Parce que je peux dire que son absence me honte, c'est-à-dire qu'il était présent avant, mais maintenant, son absence. Donc ça implique, mais ça ne dit pas très clair. Voilà. Alors que là, de toute façon, quand vous dites son absence me hante, là, c'est une phrase qui est construite de telle manière qu'on ne pourrait pas, voyez, avoir privé de sa présence me hante, ça ne fonctionne pas. Ça ne pourrait pas fonctionner. Mais oui, bien sûr, hein, l'absence, mais ça peut dire aussi qu'il y a, je sais pas, qu'il n'y a jamais eu. Parce que là, il y a vraiment contraste, non? Notre absence, c'est-à-dire pas de présence. Voilà. Vous voyez, alors que là, Il y a perte. il y a cette idée de Il y a perte. Voilà. Il y a perte. Donc, ça, c'est le. Voilà. Est-ce que, bon, là, on est dans le cadre d'une description qui peut être assez fréquente sur le plan, justement, là, il y a une révolte, mais ça peut être une organisation politique, vous savez, hein, un gouvernement tient en équilibre parce qu'il y a alliance avec, comme ça se fait quelquefois, et puis hop, un des membres de l'Alliance change d'avis, donc là, pof, ça perturbe tout. Donc là, vraiment, il s'est l'idée de perte. Voilà. Ce qui peut se manifester à tous les niveaux. Voilà.
Ouais, et c'est pour ça, si vous voulez, que véritablement, c'est pour ça que votre question est intéressante. La traduction, c'est un art du détail. Et interrogez-vous sur vos personnalités pour savoir si vous avez des aptitudes. Quelqu'un qui est pinailleur, je ne veux pas utiliser de mots grossiers, vous voyez, qui est toujours là, ça, les choses, ça, les petites choses, ça place comme ci, comme ça, a davantage de possibilités d'arriver à faire un bon traducteur ou une bonne traductrice que quelqu'un qui, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est à peu près pareil, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Bon, comme pour une recette de cuisine, bon, on peut mettre un peu de ça, c'est pareil, un peu de ça, mettre ça à la place, voilà. Maintenant, le résultat n'est pas le même. Grammaticalement aussi, son absence me rend, c'est plutôt sujet, si vous voyez ici, c'est plutôt le complément dont on traite. Oui, mais là, là, on va toucher à d'autres problèmes qui sont les problèmes de syntaxe, et c'est vrai que quelquefois on touche à la syntaxe. Pour garder un certain équilibre de phrases, on va toucher à la syntaxe. C'est la cause donc, qui mène ou bien manipule. Oui, absolument. Oui. Et là, quand on est dans l'ordre des relations causales, on va entrer dans un autre type de procédé de traduction. Encore, oui, parce que là, et souvent pour le coup, quand on passe d'une langue à une autre, on a des perceptions relationnelles, on va dire, entre les éléments de la phrase qui correspondent à des éléments de réalité, même si elle est fictionnelle, qui sont pas les mêmes, qui sont pas perçues de la même façon d'une langue et dans une culture autre. Alors, prenons, un autre exemple. Il va falloir que peut-être que j'ai pas besoin d'effacer tout de suite. J'ai encore un petit peu de place ici. C'est très simple. C'est juste un début de phrase. Reports indicate that. Et si on met ça en français, on va avoir... Oui, c'est ça. Selon, d'après. Voilà. Selon, d'après. Voilà. D'après puis alors là, d'après les informations, tout dépend à quoi le report se renvoie, le mot sera plus ou moins précis. Donc, vous constatez qu'ici, vous avez le verbe indicate, on a un verbe qui est rendu par une préposition. Alors, tout ça, c'est des choses que vous avez rencontrées, que vous savez plus ou moins bien, mais que vous n'avez pas nécessairement analysées en termes de fonctionnement lorsque vous traduisez. Donc il faut que ça devienne une seconde nature. Et je vous assure qu'avec l'entraînement, ça le devient. Quelquefois, assez spontanément, il y a des choses qui se mettent en place. C'est très, vous voyez, avec l'entraînement, c'est comme un entraînement sportif, c'est la même chose. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors là, il faut que j'efface, je suis désolée. Là, je l'ai effacé aussi. Tout le monde l'a noté maintenant. Et donc là, c'était quoi mon exemple? Oui, c'est ça. He spoke well of you. Ça, j'aurais pu le laisser. C'est quoi le mot qui va poser problème ici? Oui. Ouais, voilà. On peut pas dire bien parce que
ça veut dire d'autres choses. Oui. Il avait un bon Il a eu de bons mots. Oui, mais ou tout simplement, vous pouvez garder. Il existe le nom comme ça. Non. Du bien, dire du bien. Ça veut dire en français. On a le mot bien. Est-ce que vous avez dit bien, mais vous pressiez par le nom, mais sous forme nominale. Vous voyez, il a dit du bien de vous ou de toi. Vous voyez, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'ici, vous avez cet adverbe. Bien sûr, si on dit il a bien parlé de toi, ça voudrait dire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a dit du bien, mais ça veut dire qu'il a fait des belles phrases, qu'il a bien présenté les choses, quoi, comme il fallait. Et là, c'est historical, ça veut dire du bien. Voilà, dire des bonnes choses, oui, et tout simplement. Madame, si vous disiez il a beaucoup parlé de vous, ça veut dire la même chose? Non. Parce que moi, je peux beaucoup parler de quelqu'un et ne dire que des choses méchantes. Oui, beaucoup. Et alors, si je le dis entre nous comme ça, vous l'entendrez à ma manière de dire ma phrase. Oui, j'ai beaucoup parlé de lui. Ouais. C'est-à-dire, j'ai rien caché. J'ai tout dit comme ça, les gens savent bien quoi en penser. Non, ça peut pas, voilà. Alors, oui, c'est vrai que ça, il y a des... Voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi, j'ai beaucoup parlé de lui pour ne dire que des bonnes choses. Donc, beaucoup ne disent rien en bien ou en mal. Et enfin, donc, dernier exemple, si on a in the early 20th ça c'est un W century. Voilà. Et donc là, voilà. Alors là, c'est vraiment au début, voilà. Donc là, c'est l'adjectif qui devient un nom, voilà. Et après, bien sûr, on a un complément de nom avec le deuxième nom. Hein. Voilà, enfin avec le deuxième nom, avec le seul nom qu'il y a en anglais, mais voilà. Donc au début du XXe siècle. Donc là, l'adjectif devient nom. Donc vous voyez, ce qu'on a dans les exemples que je vous ai donnés, on a un passage d'adverbe à verbe, ou vice-versa. Hein, donc entre adverbe et verbe, entre verbe et nom, entre nom et participe passé, privé de, dépourvu de, entre verbe et préposition, entre adverbe et nom, et entre adjectif et nom. Vous voyez, ça présente des possibilités de changement. Et là encore, il n'y a pas toutes les possibilités. Donc, c'est... Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a très souvent ce qu'on va appeler des amplifications ou des concentrations, de la dilution, etc. Bon. Alors, un des exemples les plus banals qu'on va avoir, c'est certaines prépositions comme with, par exemple. Donc, très souvent, quand... je parle comme ça parce que les étudiants vont travailler de l'anglais vers le français, spontanément traduire par avec. Voyez. Bon. Les prépositions, d'une manière générale, posent problème. Parce que dans bien des cas, la préposition va impliquer l'introduction d'éléments qui vont développer. Quelquefois, la présence d'un verbe, quelquefois, vous voyez, donc, et on va diluer.
Par exemple, si vous prenez une expression, vous décrivez quelque chose qui va, en anglais, from to, le de à souvent ne va pas suffire. Voyez? Donc vous allez être obligé d'ajouter quelque chose en provenance de, en direction de, voyez? Donc on va être obligé d'étoffer, d'ajouter des éléments qui vont permettre de produire, de traduire, pardon. D'ailleurs, il y a notamment un autre pour from, pensez-y, assez souvent plutôt que le de, le mot depuis et va souvent être plus précis, voyez, que le mot de. Alors c'est vrai que de, hein, je parlais tout à l'heure de poésie, va être bien utile dans certains cas où on a besoin de raccourcir justement la phrase pour des raisons d'équilibre. Après, il y a aussi tout ça, vous voyez, il y a l'équilibre, il y a les sonorités, il y a plein d'éléments qui est le rythme de la phrase qui entre en compte. Le problème, bon là, on n'en est pas, je suis pas en train de parler de ça, mais le problème des répétitions. D'une langue à l'autre, la répétition n'a pas le même statut. En français, la répétition est très mal perçue. En français, on ne répète pas le même mot. Donc, on utilise des synonymes ou des expressions différentes. Sauf quand stylistiquement, le mot a, quand Rome, unique objet de renseignement, Rome, la répétition anaphorique, ou toute autre forme de répétition qui est là pour marquer, si vous voulez, un rythme, une insistance, ou la répétition peut marquer, si vous voulez, un niveau de langue médiocre chez un narrateur ou chez un personnage. Donc ce personnage, si on s'amuse à lui faire utiliser toutes sortes de synonymes, on va transformer sa personnalité. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'intervenir. Donc souvent, on va devoir un petit peu ajouter des choses. Vous voyez, comme par exemple, c'est un peu, merci, thank you. C'est un peu comme ce qu'on a fait ici. Vous voyez, si vous avez une formule qui est the onlooking crowd. Vous voyez, en français, on va mettre une forme verbale. La foule qui regardait ou qui le regardait. Donc on ajoute un pronom relatif, un verbe. Et un démonstratif. Certaines fois, le démonstratif va devoir être étoffé. Si vous dites par exemple, this government is very, je ne sais pas trop quoi. Si en français vous traduisez this government par une forme grammaticalement parfaite, qui est ce gouvernement, eh bien, ça ne suffira pas. Ça sera vraiment le gouvernement actuel. Vous voyez? Le gouvernement actuel est ceci ou cela, a fait telle ou telle chose. Vous voyez? Alors, c'est pas quelque chose qui va être, ce que je vous dis là n'est pas une vérité, comment dire en français, une vérité d'évangile, c'est-à-dire quelque chose que vous allez reproduire à chaque fois que vous allez trouver la formule this government. Mais ça veut dire que chaque formule est une formule qu'il faut questionner pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, il y a un autre type de procédé, toujours dans le cadre des transpositions, qui est le procédé qui consiste à ce qu'on appelle le chassé-croisé. Chassé-croisé, c'est tout simplement quand on fait comme ça, entre les deux langues. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, he limped across the street. Ça, en anglais, on en a tellement souvent des formules comme celle-ci.
qui sont des formules en plus raccourcies. En français, c'est pas possible. En français, on fait passer ça ici. Voilà, c'est ça. Alors après, évidemment, il y a le problème des temps verbaux, mais ça, c'est encore une autre histoire. Il a traversé la rue en boitant. Voilà. Donc ça, c'est aussi une situation face à laquelle on est souvent exposé. Donc là, on exprime à la fois un déplacement et un mouvement. Et le français va souvent signaler le déplacement par le verbe et le mouvement par donc une adjonction. Et on va avoir des choses beaucoup plus simples qui sont à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ou dilution ou concentration. Hein, et une des formes de dilution de l'anglais vers le français va être par exemple une des traductions de as, qui va être au fur et à mesure, voilà. As et voilà, je sais pas trop quoi, au fur et à mesure qu'il, je sais pas, grandissait, voilà. Et inversement, même s'il y a plus de syllabes en français, et par exemple, voilà, to go up, en français, on va avoir plusieurs verbes possibles, mais on va avoir un seul verbe, peut-être le verbe monter ou augmenter, mais on aura un seul mot. Et donc là, c'est l'inverse. Donc il faut toujours bien penser à ce type de changement. Alors, on va... donc c'est pour ça que je vous ai donné un texte à lire pour demain. Je crois qu'il parle de ça. Et est-ce que oui, il est en anglais. Mais comme tout le monde comprend. Voilà, il est en anglais. Ah oui, je t'ai passé la version. Voilà. Ah oui, je n'ai même pas regardé parce que tout à l'heure, ce que j'avais essayé de t'envoyer n'était pas parti. Non, j'ai déjà donné ça. Ah non, c'est toujours pas parti. Je comprends pas. On va faire autrement. Si ça part pas. Donc, alors maintenant, on va passer à l'autre type. Est-ce que vous avez des questions un peu? Bon, je suis passé un peu rapidement parce qu'on ne va pas s'attarder trop longtemps. On reviendra un petit peu dessus demain une fois que vous aurez lu le texte, que vous aurez fait les petits exercices. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc maintenant, passons à un autre type une autre catégorie de procédés. Vraiment, qui n'est plus de l'ordre, on va dire, grammatical, parce que là, c'est purement, on se situe purement dans la grammaire. C'est ce qu'on appelle les modulations. C'est-à-dire, les modulations sont aussi ce qu'on appelle les changements de point de vue. Changement de point de vue. C'est-à-dire la manière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en préambule, la manière de percevoir, de concevoir les choses d'une culture à une autre n'est pas la même.
Ça, je peux vous donner un exemple extrêmement simple. Déjà, bon, on le verra, hein. Ça touche les prépositions en général, d'ailleurs, beaucoup les prépositions, et pas seulement. Hein, en France, on va s'asseoir devant, ou éventuellement autour, hein, devant un verre de bière, par exemple. En Angleterre, ça sera over. Et même si on est assis. Voilà. Une des prépositions que les étudiants français traduisent la plus mal, c'est through. Ils vont toujours, parce que c'est là le problème, se pose le problème du dictionnaire. Parce que votre premier réflexe, si vous tombez sur un mot, c'est d'aller dans le dictionnaire. Et si vous prenez un dictionnaire, que vous regardez through, vous allez trouver à travers. Voilà. Eh bien, en français, quand on passe quelque chose, on fait passer quelque chose through the window, eh bien, ça ne passe pas à travers. Ça passe par la fenêtre. Et quand vous traduisez par la fenêtre, hein, ce ne sera pas le par que vous allez trouver dans le dictionnaire, by, par exemple, voilà. Ce sera through. Et je peux vous dire que, alors là, c'est pourtant des gens d'un bon niveau, hein. Le nombre de à travers que je peux rencontrer à tous les niveaux, c'est, voilà, pour feu. Et tout ça parce que, comment dire, une espèce de pure négligence en quelque sorte. Hein, parce que, naturellement, vous enregistrez des choses apprises. Alors, tout ça pour dire que dans l'apprentissage du français ou dans l'apprentissage de l'anglais, au début, il y a des choses qui sont... On est obligé de mettre des choses quand même à un niveau relativement simple. Puis des choses petit à petit, à partir de là, on construit et c'est plus complexe. Mais le problème, c'est que souvent, dans les choses simples, comme cette correspondance directe, quand on construit dessus, vous ne l'effacez pas assez facilement. Voyez ? Donc, voilà. Alors, donc, les modulations, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un changement de point de vue. On ne voit pas les choses de la même façon. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a notamment ce qu'on va appeler des modulations lexicales fixes, que l'on va trouver notamment dans les onomatopées. Alors, pareil, vous savez que d'un pays, d'un endroit à un autre, les animaux ne font pas le même bruit. Un coq ne chante pas de la même façon en France et dans les autres pays du monde. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de modulation. Ça, c'en est un. Parce qu'on n'entend pas les choses de la même façon. Les chiens font ruff ruff aux États-Unis. Ils font pas de bow bow. Elle dit de wawa. Donc, alors, il y a aussi ce qu'on va appeler des modulations géographiques. Et oui, en français, nous avons de l'encre de Chine. Mais les Anglais ont de l'Indian ink. Alors, ne me demandez pas. Alors, l'Indian ink, l'encre de Chine, c'est une encre très noire, avec laquelle on fait des dessins. Notamment, on fait des dessins à la plume extrêmement précis.
Moi, je sais que j'ai travaillé à l'encre de Chine, on peut faire aussi au pinceau. On fait des dessins extraits. C'est une qualité d'encre très particulière. Ne me demandez pas comment elle est fabriquée ni ce qu'elle contient. Mais il se trouve que dans deux nations occidentales proches, bon, je ne vais pas parler des États-Unis et des autres pays qui parlent anglais, proches, on utilise de l'encre, d'un côté elle est indienne, de l'autre elle est chinoise. Et même culturellement, on ne peut pas dire que culturellement ça joue sur, par exemple, la présence de la France en Chine. La France n'était pas plus présente. La France était un petit peu au moment du Raj. La France était un peu présente en Inde. Et elle était un peu présente en Chine, très peu, mais pas plus dans un pays que dans l'autre. Vous voyez, c'est même pas ça qui le justifie. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, d'une langue à l'autre, on a, et ça vous pouvez vous amuser, selon les langues, avec les langues que vous connaissez, on a aussi des changements de symboles. Quand on a froid en France, et qu'on a la surface de la peau qui change, c'est la chair de poule. Et en anglais, c'est goose, flesh. Donc en anglais, ce sont des oies. Alors, bon, moi je vais être méchante et je vais dire c'est parce que les Anglais chauffent moins que les Français. Donc, c'est beaucoup plus important. Mais bon, je dis ça comme ça. Voilà. Parce qu'il fait plus froid en Angleterre, j'en sais rien. Voilà. Cette expression filée à l'anglais. Ah oui, In French, voilà, bah oui, bah ça. Bah oui, et oui. les Français. Oui, nous avons de vieilles oppositions. La Et ma- cobaye d'Inde. Pardon. Cobaye d'Inde. Oui. Non, c'est la... Scapegoat, non? Hein? Scapegoat. Ouais. Vous avez dit que est-ce que c'est C'est- cette consonne? Je ne connais pas. Alors, on a aussi... oui, on a tous ces lieux géographiques différents. Alors, on a aussi d'autres formes qui sont... on a, si vous voulez, l'inversement des valeurs. Par exemple, en français, on a une assurance maladie. Alors qu'en anglais, c'est health. Là, c'est l'inversement des valeurs. On a des relations concrets-abstraits aussi. Si vous prenez dans une langue, vous avez le top floor, et en français, c'est le dernier étage. On a l'utilisation d'une partie pour une autre. Vous direz en anglais offhand et en français au pied levé. Donc on a hand, la main en anglais, le pied en français, au pied levé. Et donc tout ça pour vous dire que bon, ça sont des formes fixes, voilà, qui sont une espèce de métaphore figée en quelque sorte, mais qu'il faut qui montrent bien qu'on a une perception différente dans une langue et dans une autre. Et on a aussi, alors là aussi c'est une modulation d'ordre grammatical cette fois, où en anglais on va avoir the time when, et le when, si vous prenez le dictionnaire, vous allez savoir qu'en français ça se traduit par quand, sauf que là c'est le moment où. Alors que où en principe est pour le lieu. Voilà. Donc, vous voyez, on a une modulation là de type grammatical. Même le pronom relatif, non? En anglais, on pourrait s'en passer. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'utiliser le pronom relatif. Mais Oui. En français, c'est obligatoire. Ah ben en français, on ne peut pas le supprimer, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'était pour tout ce que on a
ce que j'appelle les modulations fixes. Nous avons bien sûr les modulations libres qui là apparaissent bien. Ça, c'est la liberté de l'auteur qui va introduire des formules de type métaphorique. Et là, c'est un élément, alors j'ai un petit article aussi sur les métaphores, enfin on verra, ça, mais la traduction des métaphores, là c'est un gros chapitre de la traduction. Bon, là on va regarder un certain nombre d'exemples. Là, je vais déjà commencer par, on va dire, une sorte de non-exemple, c'est-à-dire que dans une langue, on va avoir une forme métaphorique qui va être rendue dans l'autre langue par une absence de métaphore. C'est-à-dire qu'on va avoir un vide métaphorique, une absence de métaphore. Par exemple, je vais vous donner ici cette phrase: cheap restaurants are thin on the ground. Voilà. Bon, alors, vous voyez bien que, alors, il y a tout le problème des métaphores et de savoir si on peut les traduire par des formules équivalentes ou pas. Là, franchement, passer ça en français par des équivalences, ça me paraît quand même très difficile. Donc une formule qu'on pourrait avoir, qui serait également métaphorique et qui, à la fois banale, qui serait: les restaurants bon marché ne courent pas les rues. Et là, pour le coup, vous imaginez, voyez, là, ça paraît, si on... Voilà. Et c'est vraiment le verbe courir. Courir. C'est la formule, ça ne court pas les rues, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne court pas les rues. Donc, quand on est face à ce type de vide métaphorique, on essaye de trouver une forme équivalente. En français, on a celle-ci, qui est aussi métaphorique, qui est une forme métaphorique, parce que un restaurant, il faudrait des restaurants à pâtes, mais qui n'a rien à voir avec l'autre formule, quoi. Et si, qu'est-ce que vous suggérez s'il n'y a pas d'équivalent, si on ne trouve pas un équivalent au niveau métaphorique? Oui, là, oui, ça arrive à tous les traducteurs. Quand il est vraiment pas possible d'avoir quelque chose qui soit... alors, quand je dis on peut avoir quelque chose d'équivalent, mais on peut avoir aussi quelque chose de non équivalent qui va être fabriqué, vous voyez, et qui va très bien passer, être tout à fait acceptable, qui va être beau, qui va bien fonctionner, hein, ça arrive quelquefois. Mais si on n'arrive pas à trouver ça, ni un équivalent, ni quelque chose qui dans la phrase fonctionnerait, aurait une certaine cohérence, renverrait une image qui entrerait, parce que c'est aussi le problème, quand vous fabriquez une image métaphorique, il faut que cette image puisse entrer, si vous voulez, dans le cadre du texte que vous êtes en train de traduire. Là, le mieux, c'est de rien mettre, plutôt de mettre quelque chose qui, vous voyez, qui tombe complètement à plat, qui est mal fichu, ou qui est forcé, quelquefois. Il y a une image forcée, c'est très désagréable. À la lecture, c'est désagréable. Ouais.
Oui, c'est vraiment. Donc c'est ça. Donc là, à chaque fois, c'est de la réflexion, c'est de. Bon, ceci dit, si je peux vous donner des exemples aussi d'expériences personnelles. Hein. Mes traductions, je les fais toujours lire à quelqu'un, mais quelqu'un qui me parle. À qui je donne pas le texte original, là, uniquement ma version française, je la fais lire à quelqu'un. En général, je cherche quelqu'un, pas quelqu'un qui m'aime bien, qui a envie de me faire plaisir, vous voyez, quelqu'un qui m'aime bien en général, parce que qui fait ça volontiers, mais qui va pas hésiter, hein, c'est bien convenu, je pense, notamment, là, j'ai eu deux, trois traductions récemment qui ont été lues par un ami à moi, qui est, comme je disais, pinailleur, c'est-à-dire qu'il va aller chercher la petite bête, là, pourquoi tu dis ça là? Bon, quelquefois, je dis ça comme ça parce que il faut que ça soit comme ça et que ça soit dit à cet endroit-là, mais d'autres fois, ça prouve quand même que la solution que je propose, elle heurte un peu. Vous voyez, le lecteur, et justement c'est intéressant parce que quand on a la remarque comme ça d'un lecteur, on peut chercher à pas nécessairement rendre la chose plus fluide, mais à retravailler. Et quelquefois, si vous voulez, c'est pas au niveau du problème où il y a de l'endroit où il y a le nœud, mais quelquefois c'est un peu avant ou un peu après, hein, qu'on a besoin de retravailler. Alors, donc il peut y avoir, donc c'est ça, là justement, le cas, c'est que le cas par exemple, où on va pas pouvoir mettre de forme métaphorique, et il y a par exemple en français une formule, alors ça c'est une formule toute faite, on va parler de médecine de cheval. Une médecine de cheval, ça veut dire qu'on vous donne un traitement médical qu'on donnerait à un cheval, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très très fort pour vous guérir, voilà, vite. C'est-à-dire que quand on parle de médecine de cheval, en général, on va l'appliquer à autre chose que la maladie. On va l'appliquer à, je sais pas, à des problèmes économiques ou à des problèmes politiques. Par exemple, voilà, s'il y a des, je sais pas, des attaques terroristes à répétition, etc. Donc là, voilà. Ça, là, on va sortir la médecine de cheval. Hein. C'est-à-dire que bon, quelque chose qui va, en anglais, on pourra dire que des drastic measures, vous voyez, quelque chose qui ne sera pas métaphorique. Draconian? Oui, mais c'est, ça se voit, mais c'est pas métaphorique, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et madame, s'il y a quelque chose qui a une notion pareille, dans la culture de la langue d'arrivée, par exemple, vous avez dit la médecine de cheval, nous avons quelque chose qu'on dit brahmastra en hindi. C'est quelque chose de pareil, je crois. Bon, on pourrait utiliser. Ah bah évidemment. Eh bien, moi je vous donne des exemples entre langues où il n'y a pas d'équivalent. Mais justement, mais il y a certainement d'autres exemples où il n'y aurait pas d'équivalent. Vous voyez, pour ça il y en a bien sûr. Ah bah quand on a des choses qu'on peut utiliser, il faut les utiliser, bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous dis, d'une langue à l'autre, justement, les problèmes se posent différemment. Mais, d'une manière générale, on peut dire qu'on retrouve les mêmes catégories de problèmes. Les problèmes ne se posent pas nécessairement aux mêmes endroits, mais ils se posent souvent de manière plus ou moins similaire. En tout cas, toute cette discussion a pour objectif de vous faire réfléchir sur le type de problème sur lesquels il faut se poser des questions. Alors, on a, si vous voulez,
on va avoir quelquefois des placements de figures, voyez, d'une langue à une autre. Alors, où est-ce que j'ai... Attendez, parce que là, il faudra que je sorte. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple de modulation métaphorique qui vont faire qu'on va avoir un changement. En français, on va parler, vous voyez, souvent, on va dire, on est au bord du gouffre. Vous voyez, on est au bord du gouffre. Alors qu'en anglais, donc là, on a, justement pour revenir à l'absence, je voulais en chercher un autre, on the brink of disaster. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'image. On a un décalage, si vous voulez. Mais brink, Oui. entre au bord de et brink. Oui. Le décalage, je ne vois pas très bien. Le brink, c'est aussi le bord, non? Est-ce que j'ai mal compris? Et on brink of something. Je l'utilise, mais je n'ai pas réfléchi au mot. Oui, mais... Brink in English. I'm lost. So we are on the edge of again. Au bout mais c'est... Brink. Oui, mais c'est brink, c'est the extreme edge of land. Yeah. Voilà. Voilà, je cherche. So il n'y a pas de gouffre. Non, L'image, c'est celle-là, oui, c'est le désastre, voilà. Oui, parce qu'on utilise le mot on the brink of, mais on ne réfléchit pas. Au moins, je n'avais pas réfléchi. Donc, edge of land, il n'y a pas de gouffre. Gouffre est impliqué parce qu'edge of land, c'est le vide. Oui. Et ici, il y a le gouffre. En français, il y a eu... Ouais, on est au bord du gouffre. C'est-à-dire que si on fait un pas de plus, on tombe de l'autre côté. Mais brink, c'est toujours lié au danger. Les deux, hein, les deux. Être